Messieurs, nous sommes aujourd'hui présents ici pour vous présenter notre communication intitulée Secteur privé de santé publique en Algérie entre formation, compétences et pratiques d'employabilité. À cet effet, nous avons préparé le plan de communication suivant. Commence par une petite introduction, questionnement et méthodologie, secteur privé de santé publique en Algérie, formation et formation professionnelle continue, compétences professionnelles, pratiques d'employabilité. On termine par une petite conclusion. Donc, on passe à l'introduction. En Algérie, le marché du travail nous semble exclusivement régi par la simple politique de l'offre et de la demande. Mais en réalité, elle est plus complexe que l'on croyait. C'est tout un réseau complexe composé de plusieurs acteurs, dont ceux du secteur privé. Dans ce travail de recherche, nous sommes proposés d'examiner seulement les stratégies déployées par les organismes employeurs privés de santé publique sises au niveau de la Wilaya de Béjaïa en termes de pratiques d'employabilité. Donc, notre questionnement est comme suit. Quelles sont les stratégies déployées par les organismes employeurs privés de santé publique à travers leurs pratiques d'employabilité? À cet effet, plusieurs entretiens ont été réalisés auprès de responsables de différents établissements privés de santé publique, SIS, toujours au niveau de notre wilaya, la wilaya de Béjaïa. Pour votre information, le secteur privé de santé publique en Algérie a été rendu possible qu'à partir de 1988, donc régi par le décret numéro 88-204 du 18 octobre, fixant les conditions de réalisation, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées. Une chose suivie à partir de 2007 par d'autres décrets et d'arrêtés précisant les formes juridiques possibles de ces établissements, la composition de leur conseil d'administration, leur capacité d'accueil ou des normes techniques et sanitaires. La formation. Donc la formation, elle est définie par, on appelle l'exemple Laetitia Létirieux. Donc la formation est un moyen de produire de la compétence. À cet effet, nous avons recensé 4 types de formation. Donc, nous avons, la première, c'est les formations qualifiantes. Les formations qualifiantes dépendent des CFPA, des centres de formation, tels que les CAP. Donc, nous avons des diplômés de certificats d'aptitude professionnelle. Nous avons aussi d'autres centres de formation agréés, qui sont des centres privés. Le deuxième type de formation, c'est les formations professionnalisantes. Ces formations sont situées au niveau toujours des CFPA, mais le diplôme, c'est-à-dire le grade du diplôme change. Ici, on peut trouver des TS, des techniciens supérieurs, ce qui est rare. Généralement, on le fait dans les centres ou les instituts de formation spécialisés, soit étatiques, tels que les NSFP, ou les instituts privés, tels que l'exemple ici à Béjaïa et l'INSIM de Béjaïa. Troisième modèle, c'est les formations académiques qui dépendent, bien sûr, des universités et des écoles supérieures. Et un dernier type, qui sont les formations professionnelles continues. Donc, les formations professionnelles continues se situent à l'intérieur des établissements ou des organismes, soit économiques, soit administratifs, etc. Donc, pour accéder à ce dernier type de formation, vous devez être déjà recruté au sein d'un établissement. C'est-à-dire c'est l'établissement qui vous envoie en formation. Par rapport à ce dernier type,
Donc, ça peut être une formation initiale, donc vous êtes recruté sans qualification, on vous envoie pour faire une formation initiale, donc une première pour le candidat. Ou ça peut être aussi de recyclage, donc vous êtes diplômé d'un diplôme quiconque, n'importe quel établissement qu'on a cité, mais ça vous nécessite de vous faire une formation de recyclage. Le dernier type de cette formation toujours professionnelle continue, c'est les stages de perfectionnement. Donc, vous êtes toujours la condition, c'est d'être recruté et on a besoin de vous faire un petit recyclage par rapport à votre formation initiale que vous avez apportée de l'extérieur. La formation professionnelle continue. Donc, nous avons préparé 3 définitions. Commençons par la première, l'approche économique. Donc, les économistes définissent la formation professionnelle continue comme suit. Un investissement intellectuel de l'entreprise qui a pour objectif le développement des compétences des salariés et ce, en attente d'un retour sur investissement dans le but d'accroître la productivité et la compétitivité. Deuxième définition, c'est l'approche psychologique. Donc, d'après les psychologues, la formation professionnelle continue est un partage entre les attentes des individus et l'intérêt économique de l'entreprise. La dernière, celle des sociologues, donc nous définissons la formation professionnelle continue comme un outil de socialisation des individus et un vecteur du développement de la culture organisationnelle. Donc l'ensemble des 3 approches se considère comme investissement et retour sur investissement. C'est-à-dire, les organismes employeurs investissent dans ce type de formation et attendent en retour, bien sûr, plus de compétences, de performances, ainsi qu'une reconnaissance de la part des candidats. Les compétences professionnelles. Donc, compétences professionnelles définies comme attitude mêlant savoir-faire, c'est-à-dire, qui dit savoir-faire, ça veut dire compétence, expérience, etc. Et savoir-être. Savoir-être dépend de la personnalité et du comportement de l'individu. Ça, c'est personnel. Donc, ces capacités permettent à un salarié de gérer convenablement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions. Donc, parmi les qualités, nous citons juste après, faire preuve d'un esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes, l'organisation, l'esprit d'équipe, les facultés de communication, la gestion du stress, la capacité à reconnaître les compétences et la pédagogie. À la fin de ce travail, donc, on a essayé de dresser quelques constat par rapport à l'objectif de notre étude. Donc, nous avons pu recenser 3 pratiques de ces établissements privés de santé publique au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc, la première pratique, c'est que les établissements privés de santé publique recrutent des diplômés issus des centres et des instituts de formation professionnelle tels que les TS, les techniciens supérieurs, qui ont fait plus de pratiques par rapport à les académiciens, le cas de l'université. Donc ils sont, je dirais, plus opérationnels que les nôtres, qui sont moins payés parce qu'on ne paye pas un technicien supérieur comme ingénieur. Donc, ils sont bien payés et qui vont faire le travail d'un diplômé universitaire, tel que les ingénieurs. Donc, vous recrutez quelqu'un qui est technicien supérieur de formation, il va faire le travail d'un ingénieur, mais il sera payé toujours comme technicien supérieur. Donc, c'est la première pratique de ces organismes privés. La deuxième pratique, qui est la suite de la première, donc, puisqu'on recrute au départ
des techniciens supérieurs. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, il y a d'autres grades, mais on va se focaliser sur le cas des techniciens supérieurs. Donc, la suite, c'est quoi? Si on constate un manque de qualification par rapport à ce qu'il a apporté le candidat, donc on procède à investir. Donc, investir dans la formation professionnelle continue. Investir dans ce type de formation, bien sûr, le but c'est de faire un perfectionnement des candidats, mais il y a aussi l'exonération de la taxe de formation. Vous le savez, si on envoie 1% de la masse salariale de vos salariés en formation professionnelle continue, vous serez exonéré de la taxe de formation. Donc la taxe de formation, elle est calculée à 1% de la masse salariale. Donc il y a un dépôt. Dès que le candidat revient, donc vous faites un bilan de formation, il y a un canevas à remplir, vous le déposez au niveau de la DFP, de la direction de la formation professionnelle. Il y a une commission qui va traiter votre dossier et vous aurez une attestation qui sera délivrée à la fin. Et comme ça, vous serez exonéré de cette taxe. Bien sûr, il y a d'autres qui préfèrent la payer que d'envoyer. La dernière pratique, la troisième, donc, dans le cas où ces organismes recrutent un diplôme universitaire avec un diplôme universitaire, automatiquement, il y aura ce qu'on appelle une accumulation de postes de travail. L'exemple, si on recrute par exemple un Master 2 en GRH, qu'est-ce qu'il va faire le candidat? Il va faire de la comptabilité, s'il faut de l'envoyer pour faire une petite formation de comptabilité, donc il va accumuler 3 ou 4 postes. Il va gérer les dossiers du personnel, il va gérer le social, il va gérer la paye, etc. Donc si on recrute un universitaire, il faut s'attendre qu'il va être confronté à une accumulation de postes. Donc il y a un prix à payer par le candidat. Donc à la fin, dans la plupart de ces cas, la première pratique et la deuxième, ces pratiques sont accompagnées par une adhésion au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Donc le dispositif d'AIP, c'est-à-dire on recrute, mais auprès de cet organisme. C'est-à-dire non seulement on va profiter de sa qualification, mais on va profiter aussi de ce dispositif, parce qu'il y a des avantages par rapport aux impôts, etc. Même on a le droit c'est-à-dire dès qu'on constate un problème, on peut changer de candidat et de refaire la procédure à zéro. Et en conclusion, enfin, nous dirions que face à l'ampleur du problème du chômage des jeunes, les organismes employeurs privés de santé publique pratiquent une stratégie déguisée d'employabilité. Dans ce cas, peu d'emplois durables conformément aux attentes de l'État et des jeunes chômeurs ne peuvent être assurés. Dans ce cas, l'État devrait revenir sur sa politique et en l'occurrence les conditions d'adhésion aux différents dispositifs d'aide à l'emploi, ainsi que renforcer les contrôles pour éviter tout éventuel dépassement. Et je vous remercie pour votre attention.